Lizzie présente L'aliéniste de Caleb Carr. Lu par Jean-Christophe Acquaviva. Ce livre est dédié à Ellen Blaine, Megan Haldeman, Ethan Randall, Jack Evans et Eugene Bird. Qui veut rester jeune en sa vieillesse doit être vieux dans son jeune âge. John Ray, 1670. Note de l'auteur. Avant le XXe siècle, les personnes souffrant de maladies psychiques étaient considérées comme aliénées, c'est-à-dire étrangers, non seulement au reste de la société, mais aussi à leur propre nature. Les spécialistes qui étudiaient et traitaient leur pathologie étaient connus sous le nom d'aliénistes. Première partie, la perception. Si notre perception de l'objet qui se trouve devant nous résulte pour partie de ce que nous transmettent nos sens, une autre partie, peut-être la plus importante, procède toujours de notre entendement propre. William James, Principe de psychologie. Ces sanglantes idées, où prennent-elles naissance? Piavet, extrait du Macbeth de Verdi. Chapitre 1. 8 janvier 1919. Théodore est en terre. Ces mots semblent vides de sens sous ma plume. Aussi vides de sens que, cet après-midi, la vision de son cercueil disparaissant dans le sol sableux, près de Sagamore Hill, l'endroit qu'il chérissait entre tous. Debout dans la bise de janvier qui giflait le détroit de Long Island, je pensais en moi-même, « C'est une farce, bien sûr. Il va faire sauter le couvercle. Il va nous éblouir de son grand sourire ridicule et nous briser les tympans de son rire strident. Ensuite, il va nous crier qu'il y a du pain sur la planche, que nous devons retrousser nos manches, parce que nous sommes tous mobilisés pour aller défendre une variété rarissime de salamandres contre la rapacité d'un géant industriel prêt à installer sans vergogne une immonde manufacture en pleine zone de reproduction de ces petits batraciens. Et je voyais bien que je n'étais pas seul à nourrir de telles divagations. Tous ceux qui assistaient aux obsèques attendaient une sorte de coup de théâtre. Cela se lisait sur leur visage. Il semble bien que ce sentiment soit largement partagé dans le pays, et même dans le monde. La disparition de Theodore Roosevelt est tout simplement une idée inacceptable. Depuis quelque temps déjà, Théodore était sur le déclin, mais personne ne voulait le remarquer. Cela avait commencé après la disparition de son fils Quentin, dans les derniers moments de la grande boucherie. Un jour, avec ce mélange d'affection et de causticité très britannique qui le caractérisait, Cecil Spring-Rice avait déclaré que, pour lui, Théodore avait toujours regardé la vie avec l'œil d'un enfant de 6 ans, et Hermagédorn d'ajouter que le petit garçon était mort en lui à l'instant où son fils avait été abattu en plein ciel, pendant l'été de 1918. Ce soir, en dînant chez Delmonico's avec Laszlo Kreisler, j'ai évoqué cette remarque de Hagedorn, ce qui m'a donné droit à une longue dissertation sur le fait que la mort de Quentin n'avait pas seulement été une terrible souffrance pour Théodore, mais qu'il en avait également conçu une grande culpabilité, la culpabilité d'avoir toujours prêché auprès de ses enfants les vertus du zèle et de l'engagement actif, de telle sorte que, bien souvent, ces derniers allaient délibérément à la rencontre du danger afin d'être agréables à leur père bien-aimé. Le deuil, avais-je remarqué, était un tourment insoutenable pour Théodore. À chaque fois que quelqu'un de proche disparaissait, on avait l'impression qu'il ne survivrait pas à l'épreuve. Mais c'est seulement ce soir, en écoutant Kreisler, que j'ai saisi à quel point le doute moral était également insupportable pour ce 26e président des États-Unis, qui parfois semblait se considérer lui-même comme la justice faite homme. Kreisler n'avait pas voulu assister aux obsèques. Dieu sait pourtant combien Edith Roosevelt aurait apprécié sa présence. Elle avait toujours eu un faible pour l'homme qu'elle appelait l'énigme,
Ce médecin brillant dont les travaux sur le psychisme humain ont dérangé tant de gens au cours des 40 dernières années. Mais Chrysler lui avait fait porter un billet expliquant que l'idée d'un monde sans Théodore lui était odieuse et qu'aujourd'hui, à l'âge de 64 ans, après avoir consacré la plus grande part de son temps à regarder, bien en face et à la loupe, la vie dans toute son horreur, il estimait avoir droit à un peu de relâche et choisissait d'ignorer le départ de son ami. Tout à l'heure, Edith m'a avoué avoir été émue aux larmes par ce billet, car il signifiait que l'affection et l'enthousiasme débordant de Théodore, qui ulcérait les cyniques et qui, dois-je ajouter par souci d'honnêteté journalistique, était parfois difficile à supporter même pour ses amis, avait été assez fort pour toucher un homme qui s'était détaché de la société humaine, au point d'être considéré comme asocial par la plupart de ses contemporains. Quelques camarades du Times voulaient que je prenne part à un « dîner du souvenir », mais une paisible soirée en compagnie de Chrysler me semblait préférable. Oh, ce n'est pas à l'évocation nostalgique d'une enfance new-yorkaise commune que nous avons levé nos verres, car Laszlo et Théodore ne se connaissaient pas avant Harvard. Non, ce soir notre mémoire nous a tout naturellement... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.